Après avoir semé la terreur à Meknès, Fès et leurs environs, et être devenu l'ennemi public numéro un dans la région, Mustapha Moutachawiq s'enfuit pour Casablanca. On est en 1973, et ce qui suivra révélera encore davantage sur le caractère sans scrupule du criminel. Je m'appelle Rim Boursemi et je vous raconte le récit glaçant de l'affaire Mustapha Moutachawiq. De retour à Casablanca, Mustapha trouve refuge chez sa sœur Zahra. Il passe ses journées enfermé, attendant que la nuit tombe pour s'aventurer dehors. Mais ce semblant de calme ne dure pas. En quelques semaines, il reprend ses agressions, ciblant principalement les fillettes. Sans jamais utiliser son arme à feu, il leur arrache leurs bijoux avec une habileté froide et méthodique. Depuis le début de sa carrière criminelle, Mustapha a toujours opéré seul, sans complice. Mais tout change en 1973, au mois de mai, où il rencontre à 35 ans celui qui deviendra son complice et son amant, Bouchaïb Zinani, 22 ans. Mustapha continue sa quête meurtrière, parfois avec son amant, comme une sordide activité de couple, et parfois avec d'autres comparses. Il y a d'abord le viol et le meurtre le 23 octobre 1973 du jeune Abdelghafour Ghelladi, 14 ans, commis avec l'aide de Zinani. De ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est le premier crime impliquant un viol et dont le meurtre n'est pas motivé par l'appât du gain. Abdelghafour est d'ailleurs le premier enfant sur la liste des victimes de Moutachawiq. Vient ensuite le viol et le meurtre de Hassan Laouina, 15 ans, le 14 novembre 1974, commis cette fois avec l'aide de Mohamed El-Marrakchi, un ancien tolard rencontré en prison. Encore une fois, ce n'est pas l'appât du gain qui est à l'origine de ce crime. Ces actes atroces marquent une escalade dans sa violence et son sentiment d'impunité. Mustapha sera d'ailleurs condamné à mort par contumace en mars 1975 pour ces crimes, mais ça ne l'arrête pas. Le 10 octobre 1975, il enivre, viole et tue un jeune itinérant de 13 ans. Un jeune anonyme dont aucune archive ne cite le nom. La complicité de Mustapha et Bouchaïb se solidifie à travers des braquages et des meurtres toujours plus sordides, chaque nouvel acte renforçant leur fascination mutuelle pour la transgression et le pouvoir. Zinani, lié à Mustapha par un amour aveugle, ferme les yeux sur l'horreur de leurs actions et reste à ses côtés, même face à des tendances pédophiles de plus en plus manifestes. La police, quant à elle, est toujours sur le cas de Moutachawiq, et les enquêteurs déploient tous leurs efforts pour trouver ce monstre sans pitié, mais en vain. Le fait est que Mustapha ne fait plus parler de lui pendant 15 mois. Rien. Silence. La relation avec Zinani l'aurait-elle calmé? Ont-ils eu une lune de miel où les petits larcins leur suffisaient? On ne saura pas. Par contre, il n'a définitivement pas changé de métier. Janvier 1977, on le retrouve. Dans un cinéma populaire de Casablanca, le cinéma Mamounia, Zinani et lui assistent à la projection d'un film américain qui va marquer un tournant dans sa carrière criminelle. Le film, dont je n'ai vraiment pas pu retrouver le titre, met en scène des trafiquants qui kidnappent un enfant pour extorquer une rançon. Ce scénario agit comme un déclic chez Mustapha. Il en devient obsédé. C'est décidé. Zinani et lui vont kidnapper des enfants pour réclamer une rançon. Mustapha est obnubilé par sa nouvelle idée et semble y voir le crime parfait qui va leur remplir les poches sans trop de tracas. L'idée plaît à Bouchaïb. Bouchaïb, fou amoureux qui idolâtre son amant et ne sait pas lui dire non. Par contre, Mustapha est clair. Les enfants ne seront pas rendus, mais liquidés immédiatement, et un plan strict doit être suivi. Un plan machiavélique comprenant 5 conditions. Le voici, comme rapporté par le journaliste Abdelrafaï Al-Omliki. Numéro 1. Tuer la victime le jour même du kidnapping. Toute séquestration prolongée augmente les risques d'être découvert ou arrêté. Libérer la victime après avoir reçu la rançon serait également trop risqué. Numéro 2. Privilégier l'étranglement. Ça évite le sang et les traces laissées par des armes blanches ou à feu. Numéro 3. Jeter le corps dans un puits isolé. Le cadavre doit être introuvable pour éviter une enquête rapide. Numéro 4. Faire croire à la famille que l'enfant est vivant. Maintenir cette illusion garantit la coopération et l'absence de recours aux autorités. Numéro 5. Exiger une rançon sans promesse immédiate de libération. Cela permet de garder le contrôle et d'éviter les pressions inutiles. Le 16 mars 1977, ce plan entre en action.
Leur première cible est Abdelrahim Sabr, un garçon de 9 ans. Mustapha l'approche avec une maîtrise effrayante. D'abord, il se présente comme un ami de son père pour établir un lien de confiance. Le lendemain, fidèle à la promesse qu'il fait, il revient le voir à la sortie de l'école. Avec des mots rassurants et un sourire, il convainc l'enfant de le suivre. Ce qui commence comme un trajet banal se termine dans l'horreur. Mustapha et Bouchaïb emmènent l'enfant jusqu'à un puits abandonné où ils exécutent leur plan. Abdelrahim est étranglé avec une cravate rouge, puis son corps est jeté dans les profondeurs du puits. 2 jours plus tard, la famille reçoit une lettre glaçante. « Votre fils est en vie. Si vous contactez la police, nous le tuerons. » Alors, dans mes recherches, j'ai trouvé 2 hypothèses. D'abord, la première est qu'aucune rançon n'est demandée immédiatement par Mustapha, ce qui laisse les parents dans un espoir désespéré. Puis, les criminels demandent finalement 10 000 dirhams, puis, quelques mois plus tard, 20 000 dirhams, que le père refuse de payer et perd alors tout contact avec les criminels. La seconde hypothèse est qu'il faut une demande de rançon de 10 000 dirhams, puis quelques semaines plus tard, une deuxième demande de rançon de 5 000 dirhams, puis disparaissent encore. Ce silence perdure pendant des semaines encore, jusqu'à une demande finale en juillet 1977, 20 000 dirhams. Mais sans preuve de vie, le père refuse. Il n'entendra alors plus parler des criminels. Mais bref, dans les 2 cas, le père finit par refuser de payer parce qu'il n'a aucune preuve que son fils est vivant. Mustapha, quant à lui, a mis en œuvre son plan machiavélique, s'est rempli les poches et a volé une vie innocente. En octobre 1977, Mustapha et Bouchaïb décident de frapper encore, déterminés à corriger les erreurs de leur précédent crime. Motashaweq commence à chercher l'enfant qui doit leur permettre de vivre durant les prochains 2 ou 3 mois. Il jette son dévolu sur Mohamed Shdadi, un garçonnet de 5 ans. Usant des mêmes subterfuges qu'avec sa victime précédente, Mustapha obtient de l'enfant qu'il le suive sans aucune résistance le 23 octobre 1977. Alors qu'ils conduisent l'enfant vers le puits, déjà tombeau du petit Abdelghafour, il s'arrête chez un photographe pour prendre des photos de la petite victime, une preuve destinée à convaincre les parents de payer la rançon. Puis, ils étranglent le garçonnet et le jettent dans le puits. Ce crime leur rapporte 15 000 dirhams. Bouchaïb et Mustapha passent les 3 prochains mois à se la couler douce, entre soirées d'ivresse et d'amour, une dolce vita financée par leurs crimes sordides. Mais la fin n'est plus très loin. Je vous raconte la suite dans le dernier épisode de cette première saison de Maroc d'ombre et de mystère, consacré à l'affaire du monstre de Casablanca. Maroc d'ombre et de mystère est une production de Red Donkey Creative. Cet épisode est préparé et réalisé par Rem Boursemi. Nous sommes sur Instagram si vous voulez nous parler. À très vite pour un nouvel épisode.